Paris, à la fin du XIXe siècle, vivait comme si chaque matin déposait une nouvelle couche d'avenir sur ses rues. Les ruelles étroites sentaient encore le charbon et la pierre humide. Les réverbères à gaz tremblaient dans le brouillard, et sur la Seine se reflétaient non seulement les vieux ponts, mais aussi les idées nouvelles qui cherchaient à s'élever vers le ciel. L'idée qui allait devenir la Eiffel Tower n'est pas née d'un rêve romantique ni d'un désir de beauté pure. Elle est née du papier, des calculs et d'une audace presque insolente pour l'époque. En 1884, dans le bureau d'ingénierie de deux jeunes concepteurs, Maurice Coquelin et Émile Nouguier, apparut une idée qui semblait folle: construire une tour métallique gigantesque, plus haute que tout ce que l'humanité avait jamais bâti. Ce n'était pas une tour pour séduire les regards, c'était une tour pour démontrer la puissance de l'ingénierie, de l'industrie et de la France moderne. Lorsque Coquelin dessina pour la première fois sa silhouette, fine, immense, comme une toile de fer tendue vers le ciel, lui-même doutait encore. La structure ressemblait à une créature impossible. 4 piliers courbés se rejoignant vers le haut, comme des racines métalliques cherchant à retenir les nuages. À cette époque, une telle construction semblait irréalisable. Les architectes parisiens aimaient la pierre, la symétrie, la solidité et l'éternité. Ici, il n'y avait que du métal, de la hauteur et du vide. Mais ce vide était justement la révolution. Lorsque le projet arriva entre les mains de Gustave Eiffel, il ne se précipita pas pour le construire. Il étudia les plans, calcula, observa, réfléchit longuement. Eiffel était un homme qui comprenait le fer comme d'autres comprennent la musique. Il savait où il résisterait et où il céderait. Et surtout, il sentait que le monde entrait dans une époque où la hauteur devenait un langage du progrès. Un autre élément donna au projet son destin: l'Exposition universelle de 1889 à Paris. La France voulait impressionner le monde entier, montrer qu'elle n'était pas seulement la patrie de l'art et des révolutions, mais aussi celle des ingénieurs, des ponts et des machines. Il fallait une structure emblématique, une entrée vers le futur. Le projet de la tour s'imposa. Lorsque les autorités découvrirent les plans, les réactions furent explosives. Certains furent fascinés, d'autres horrifiés. Des artistes et des écrivains envoyèrent des lettres furieuses, appelant la future construction « monstre de fer », aiguille noire déchirant le ciel de Paris. Ils craignaient que la ville perde son harmonie, sa beauté classique. Certains disaient même que Paris perdrait son âme. Mais le Paris industriel, lui, avait déjà choisi. La construction débuta en 1887 sur le Champ de Mars. Le sol vibrait sous les pièces de métal, les marteaux, les ordres criaient. Plus de 200 ouvriers assemblèrent la structure comme un gigantesque puzzle de fer. Chaque pièce avait été calculée à l'avance avec une précision millimétrique. Tout était fabriqué en usine, puis transporté et assemblé à l'aide de grues et d'échafaudages mobiles. Ce n'était pas une construction traditionnelle, mais l'assemblage d'un mécanisme géant destiné à s'élever dans le ciel. Les Parisiens venaient observer ce spectacle comme un théâtre vivant. Ils restaient derrière les barrières, regardant la structure grandir. Au début, ils riaient. « Cela ne tiendra jamais », disaient-ils. Puis ils se turent. Et ensuite, ils regardèrent simplement. Plus la tour montait, plus le sentiment de la ville changeait. Elle cessait d'être une folie pour devenir une réalité. Eiffel supervisait chaque étape. Il montait sur les échafaudages, affrontait le vent glacial des hauteurs, vérifiait les assemblages. Pour lui, ce n'était ni un monument ni une décoration. C'était une expérience sur les limites de la technique humaine. Et pourtant, dans ce monde de calcul et de métal, une forme de poésie apparaissait. Lorsque la tour atteignit sa hauteur finale en 1889, Paris sembla suspendre son souffle. Elle se dressait, immense, ajourée, presque légère malgré sa matière. Elle ne dominait pas la ville, elle semblait la traverser, la transformer. Hauteur, 300 mètres. Pour l'époque, c'était vertigineux. L'Exposition universelle ouvrit ses portes et la tour devint son symbole central. Les visiteurs montaient à son sommet et découvraient Paris comme un organisme vivant. La Seine serpentait comme un ruban d'argent, les toits brillaient, la fumée se mêlait aux nuages. Et peu à peu, ceux qui la détestaient commencèrent à la défendre. Car elle ne détruisait pas Paris, elle le révélait autrement. Avec le temps, la Eiffel Tower cessa d'être un simple projet d'ingénierie. Elle devint un repère du monde, un symbole d'époque, la preuve que le fer pouvait être léger et que la technique pouvait toucher à l'art. Et Gustave Eiffel,
Celui qui avait un jour observé le vent sur les échafaudages dira plus tard que cette tour n'était pas un monument de métal, mais un monument de volonté humaine. Peut-être est-ce pour cela qu'elle est toujours là aujourd'hui, non pas comme une décoration, mais comme un rappel silencieux que les idées les plus folles sont parfois celles qui durent le plus longtemps.